Bon, petit problème technique, mais on va pouvoir commencer. Donc, je vais vous faire un petit retour au basique. On va parler des principes d'architecture solide. Donc, déjà, qui est-ce qui connaît les principes d'architecture solide? Ok. Qui saura expliquer un principe? Ok, donc je vais même pas. Ok, c'est bien. Un. Ok, donc je vous ai expliqué les 5 principes. L'objectif de la présentation, ça va être de découvrir ou de redécouvrir les principes, mais surtout, c'est d'apprendre à identifier quand est-ce qu'il faut les appliquer et comment on va les mettre en place. Donc, avant qu'on commence, qui je suis? Donc, moi, c'est Xavier Ballois, je suis développeur full stack chez Qmogene. Je suis cité Eclipse, ça fait 13 ans que je suis développeur et je suis co-organisateur du meetup Software Crafters à Québec, on a créé depuis janvier. Et le prochain, c'est le 12 décembre. Donc, si vous êtes à Québec, venez. Euh, ok, donc avant de parler des principes solides, on va revenir un petit peu à la base. C'est quoi l'agilité? On va quand même parler d'agilité. Aujourd'hui, quand on construit une application, donc en tout cas, moi, c'est comme ça, et je pense que c'est comme ça pour tout le monde, on n'a plus des specs fonctionnels, on fait des specs détaillés, on fait l'architecture pendant 3 mois, après on fait un tunnel pendant 6 mois, puis on livre d'application que personne ne veut. On ne fait pas ça, enfin j'espère. On essaie de les construire de manière agile, donc on n'a pas forcément les specs immédiatement. Elles sont pas forcément complètes, des fois elles sont même fausses. On a juste une vision globale. Par contre, on va construire notre application de manière incrémentale. Et notre client, il veut qu'on livre notre application le plus vite possible pour pouvoir tester ses idées, commencer à gagner de l'argent, puis après, on itère. Par contre, quand on va faire ça, on va pas passer énormément de temps à faire la conception. Parce que si on dit à notre client, ah, j'ai ton idée, par contre, j'ai passé 3 semaines à faire la conception super détaillée sur ce que tu sais pas encore exactement ce que tu veux faire, il va dire, bah, c'est pas une bonne idée. Mais malgré tout, il veut quand même que notre application, une fois qu'elle soit en prod, elle soit flexible. Enfin, en prod, j'ai quand même une première version en prod, elle soit flexible au changement. Parce que si on lui dit ah super, j'ai développé ton MVP en 3 mois, par contre maintenant tu vas ajouter une feature, ça va prendre 1 mois. Ça, on ne veut pas. On ne veut pas que notre fluidité commence à diminuer dans le temps. Ouais. Tu peux aussi ajouter que le client veut que l'application soit solide. Bien sûr. Dans le sens concret, il ne faut pas que ça plante. Alors, on veut qu'elle soit maintenable, on veut passer du temps à faire des features et pas faire du bug fix ou du refactoring. Et on veut que ce soit réutilisable dans le sens, si on voit que notre application veut réutiliser des composants, on ne doit pas obligé de tout réécrire à chaque fois, on va pouvoir les extraire. C'est sûr que notre première version va forcément avoir des composants déjà réutilisés, mais donc qui sont réutilisables pour faire dans notre application, voire dans d'autres applications, par exemple pour sortir une librairie de composants. Pourquoi pas. Par contre, si on ne fait pas attention, dans notre code, on va avoir des design smells. Alors, c'est quoi un design smell? C'est comme un code smell, mais en pire. Alors, les code smells, ça va être assez localisé dans votre code. Donc, c'est une sélection du code, une fonction qui va être mal nommée. Bref, on sait que c'est des codes smells. Mais les design smells, c'est des choses qu'on retrouve dans la structure du code, qui vont faire que notre code va vraiment devenir maintenable. Donc là, il va falloir agir quand on les rencontre pour rendre notre application de bonne qualité. Donc, il y a 7 symptômes. Donc, je suis sûr que vous en avez déjà entendu. Enfin, vous allez vous reconnaître. En tout cas, je pense qu'on a tous déjà travaillé sur des applications qui ont ces symptômes-là. Donc, le premier symptôme, c'est que notre application va devenir rigide. Donc, elle va être difficile à modifier. Et en fait, dès qu'on va faire un changement quelque part, ça va entraîner des changements un peu en cascade. Donc, les conséquences, c'est que ça va être difficile d'estimer nos tâches. Tout va être plus long que prévu, car on va faire un changement localisé, et en fait, il n'est pas du tout localisé, on tire la ficelle. Et un vrai changement va avoir des répercussions inattendues. On fait une modification sur une page produit, bim, le checkout il casse. On ne sait pas pourquoi. Ça va être fragile. Donc, c'est un peu pareil. On va faire une modification à un endroit, ça va proposer des défaillances ailleurs. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on corrige un bug à un endroit, puis on se retrouve avec un autre bug ailleurs. On ne voit pas le lien, mais il y en a sûrement un. Le code, il va devenir compliqué à maintenir, et on va se retrouver avec du code que personne ne veut toucher. On va avoir des commentaires dans du mode don't touch. On l'a déjà vu, mais je ne veux pas. L'application va devenir immobile. C'est vraiment difficile de réutiliser des composants dans l'application. Donc ça peut être impossible, mais le rapport effort-risque pour extraire des composants qu'on va réutiliser va être trop grand et on ne va pas vouloir le faire. Si on dit à notre client, ah bah ce bout-là, je peux le réextraire quand on l'a déjà fait, mais ça va prendre 15 jours pour l'extraire parce qu'il y a plein de dépendants dans tous les sens, c'est pas pratique. Par contre, si je le copie-colle, ça va prendre 1 heure. Le choix est vite fait, je pense même pas qu'on va poser la question à notre client. Ensuite, notre code va être visqueux. Donc, ça va être plus difficile de bien faire les choses que de mal les faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans du code legacy, c'est qu'on va continuer à faire de la même façon. C'est mal fait, mais ça va vite à faire. Donc, on continue de mal faire, puis ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Parce que c'est humain, on va reproduire ce qu'on voit et on va essayer d'améliorer car ça prend plus d'efforts.
Et généralement, un symptôme aussi, c'est que, un symptôme slash une conséquence, c'est que quand on veut faire quelque chose, je dois faire un hack. C'est-à-dire, ah, si je fais juste un petit if comme ça, ou je fais une petite modification, ouais, ça va marcher. Oui, ça marche, hein. Mais si ça s'empile, ben, le code n'est pas maintenable. Notre code, il va y avoir de la complexité inutile, hein. Donc là, par exemple, on va vouloir appliquer des design patterns partout. On va avoir des factories qui créent d'autres choses, qui créent d'autres choses. Voilà. En fait, ça sert à rien, parce que finalement, on a juste un truc super simple à faire et on a créé la complexité. Et quelqu'un qui va arriver dans le code, même nous, quand on va arriver dans notre code, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on va avoir du mal à le comprendre. On va aussi avoir des répétitions inutiles, donc des répétitions que ce soit au niveau du domaine, mais aussi au niveau technique. On va dupliquer du code, domaine qu'on va retrouver à plusieurs endroits. Donc, quand on parle de code smell, par exemple, on va dire on va extraire une variable avec la même constante. Bah là, ça pourrait être la même chose, mais à plus grand niveau. Donc, on va copier-coller du code, on va le modifier un petit peu parce que ça fait presque ce qu'on veut. Et enfin, notre code il va être opaque, hein. Donc il va être difficile à lire, difficile à comprendre, il n'exprime pas bien l'intention. Donc c'est comme une variable mal nommée, sauf que là, c'est pas une variable, c'est un module, une classe. Donc on voit ce que ça veut faire. C'est difficile de rentrer dans le code, et les modifications qui devraient être simples, on va être vraiment beaucoup plus longues à faire. Donc j'espère que personne ne s'est reconnu ici. Alors, j'ai vu des gens qui se rayaient beaucoup, donc ouais, je pense que toutes nos applications ont au moins ces symptômes, hein, parce que c'est compliqué d'avoir une application parfaite, hein, sauf si on part de zéro. Ah bah. Bah, j'espère qu'en sortant, tu pourras en corriger un petit peu. Et ben, je vous dis, c'est pas très grave si vous avez tout ça et vous allez pouvoir améliorer les choses. En 95, donc il y a quasiment 20 ans, il y a Uncle Bob qui a sorti, il a défini, enfin, il a plutôt formalisé 5 principes. 30 ans, oui, voilà. Ah, je me rajeunisse un peu, mais donc il y a 30 ans maintenant. Ouais. Il y a 30 ans, il a défini les principes solides. Donc il les a juste définis, il les a pas inventés. Donc c'est vraiment basé sur des travaux de recherche qui ont été faits par d'autres personnes et d'autres ingénieurs au cours depuis les années 70. D'ailleurs, dans son bouquin, il les cite bien, les personnes, en disant voilà, c'est telle personne qui a fait ça, je passe pas sur tel projet, telle recherche. Donc il a défini dans un autre ordre. Donc vous voyez là, c'est SOLDI. En fait, dans son livre, il parle pas du tout de solide. L'acronyme n'existe pas. C'est Michael Cesar qui a défini l'acronyme plus tard. Et c'était plus facile à dire solide que soldi. Donc les principes solides, c'est des principes qu'on va vouloir appliquer, qu'on va vouloir éliminer des design smells. C'est pas quelque chose qu'on va appliquer d'une manière générale. On va pas coder en disant tiens, je vais faire mon code solide. Non, on va plutôt coder, on va voir ok, j'ai tel design smell, et dans ce cas-là, je vais appliquer par exemple solide pour le corriger. Donc c'est un petit peu le principe de Yagnidio, Angonanidit. Sinon, on va créer la complexité de notre code. Donc les principes solides, ça va vraiment définir comment organiser vos fonctions, vos structures de données, comment les classes doivent s'interconnecter. L'objectif, c'est vraiment de créer des classes qui vont tolérer le changement, qui vont être faciles à comprendre et qui vont être la base de composants réutilisables. Donc maintenant, après avoir dit tout ça, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc solide. Donc le S, donc c'est le principe de responsabilité unique. Donc ce qu'il dit, c'est qu'une classe ne devrait avoir qu'une seule raison de changer. Donc en fait, on parle de classe, mais en fait, ça s'applique à tout. Ça va être une fonction, une classe, une entité, donc un module. C'est juste que la raison va être plus ou moins grande. Une fonction, ça va être vraiment quelque chose de petit. Une classe, ça va être une plus grande fonctionnalité. Et un module, bah, voilà, c'est un peu plus grand encore. La notion de raison de changer, ça peut être aussi des fois compliqué à définir. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer parce que c'est un besoin fonctionnel qui change? Dans ce cas-là, c'est pas grave. Par contre, si on rajoute un besoin, est-ce qu'on va changer quelque chose? Bah là, dans ce cas-là, il ne faut pas. Si on ne le respecte pas, derrière, notre application, elle va être fragile, rigide, visqueuse. Et le problème, c'est que si on a une classe, je parle de classe, hein, mais si on a plus qu'une seule responsabilité, en fait, les responsabilités vont devenir couplées. Et quand on va modifier une chose, potentiellement, on va casser quelque chose qui n'est pas lié, et car il était à côté ou dans la même fonction, dans la même classe. Pour savoir s'il n'est pas respecté, c'est simple. Quand on voit du code, on se pose la question, OK, est-ce que cette classe, cette fonction pourrait changer? Pourquoi ça devrait changer? Et si on répond plus qu'une chose, bah, c'est qu'il y a un problème. Donc, je vous montre un exemple de code. Donc, on va imaginer qu'on travaille chez Xami, une épicerie en ligne, et on a un panier d'achat, et on veut calculer le total. Ça, on voit pas. On voit. Ça, c'est grand? Plus gros? Okay.
Voilà, donc on a un panier d'achat, puis l'objectif de Your Story, c'est de calculer le total du panier d'achat au Québec, puisqu'on ne produit qu'au Québec. Donc le développeur, il s'est dit, donc c'est du code legacy, hein, il y a déjà du code qui existe, hein, je ne suis pas arrivé, je n'ai pas tout créé. Voilà, donc j'ai un carte qui peut faire déjà plein de choses, hein, acheter des produits, enfin plein de choses, acheter des produits, gérer des produits dans le carte. Et donc il y a un développeur qui s'est dit, ah bah moi, on me demande quoi de calculer le total du carte, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ajoute une fonction totale, je fais mon calcul, blablabla, super. Et puis, c'est super parce qu'en fait, il a même ajouté des tests, hein. Donc moi, je me sens pull request, super, c'est bien, ça marche. Par contre, si on se pose la question, pourquoi la fonction carte pourrait changer, enfin la classe carte pourrait changer? Bah, la fonction totale change. Par exemple, le taux des taxes change. On veut plus vendre qu'au Québec, on veut vendre dans une autre province, dans ce cas-là, c'est d'autres taxes. Ou alors, ça pourrait être aussi, donc ça, c'est pas très grave car c'est la fonction totale, mais ça pourrait être aussi la fonction de carte change. Par exemple, on change la façon dont on ajoute des produits, etc. Donc voilà, donc il y a deux raisons de changer à ma fonction, à la classe, donc c'est que ça va pas. Donc l'avantage du principe de responsabilité unique, c'est que c'est assez facile de le corriger. Et donc là, une solution que j'ai choisie, ça va être de créer une autre classe dont le rôle, ce sera vraiment juste de refaire le total. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Le plus simple, hein, donc soit vous utilisez votre IDE pour faire du refactoring, etc. Sinon, vous pouvez faire un truc super simple, hein, vous créez une classe getTotalCart, vous copiez-collez votre code, vous le supprimez pas de l'autre côté, copiez-collez vos tests, vous runez, ça marche encore. Puis après, bah, voilà, dans votre carte, hein, vous avez juste à changer pour dire, bah, au lieu d'appeler le total, bah, on appelle directement le total carte qu'on s'est injecté ici. Donc, et ça refonctionne. Le second principe, c'est le principe ouvert fermé, donc open close principle. Donc, ça dit que les entités logicielles doivent être ouvertes à l'extension, mais fermées à la modification. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec les modificateurs private, public, protected, hein, vraiment rien à voir. Moi, ce qu'on veut, c'est que open, hein, donc c'est de pouvoir modifier le comportement d'une entité logicielle sans la modifier. Par contre, close, c'est-à-dire qu'un module doit changer sans que son comportement change. Ouais. Un module ne doit pas changer quand son comportement change. En fait, c'est simple à faire, on utilise des abstractions. Hein, si on fait une extraction, qu'on dépend de l'extraction, ben, on peut changer l'implémentation super facilement. On ne va pas changer le client qui utilise notre abstraction. Donc, on va juste changer la référence. Donc, derrière, ce principe, hein, va être mis en place, il va être vraiment très lié au principe d'inversion des dépendances qu'on va voir à la fin. Généralement, c'est aussi mis en place avec différents patterns, par exemple une factory pour pouvoir injecter les bonnes versions, l'injection de dépendance, l'inversion de contrôle, l'injection de dépendance. Pour savoir s'il n'est pas respecté, ce principe, ben, généralement, si on regarde du code, si on voit qu'on fait des if-else et qu'en fonction d'une propriété, on va changer un comportement, généralement, c'est qu'on a modifié du code. Enfin, c'est qu'on ne respecte pas le principe, hein. Donc, parce que je continue sur notre exemple, et puis là, on va se dire que maintenant, Xima s'agrandit, puis on ne vend plus qu'au Québec, on va en Alberta aussi. Donc, on va modifier la fonction totale pour aussi voir en Alberta. Donc, je repense sur ma base de code de tout à l'heure, hein, je l'ai juste enrichi. Donc, le développeur s'est dit, bah, on me demande quoi? On me demande de gérer l'Alberta en plus du Québec. Bah, c'est genre simple, hein, la fonction totale, en plus, elle va vers la province. Donc, voilà, la province, c'est Québec, Québec, Alberta, Ontario. Puis, si c'est le Québec, bah, je fais le calcul du Québec. Si c'est l'Alberta, je fais le calcul pour l'Alberta. En vrai, tout ce qui change, c'est juste les taxes. Parce que calculer un prix d'un panier, ça ne change pas selon l'État, la province. Puis pareil, il s'est dit super, j'ai mis des tests, tout marche. Moi, je suis content comme quand je vois qu'il y a des tests et tout, mais est-ce que c'est bien? Non. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié le comportement de notre classe, et pour modifier son comportement, on a modifié le code à l'intérieur. Car derrière, ce n'était pas le requis fonctionnel, c'était pas juste de changer les taxes du Québec, on a vraiment rajouté un besoin métier derrière. Donc, une des façons de faire, hein, vraiment simple, hein, c'est plutôt qu'avoir une classe qui fait tout, on va créer une interface. Donc là, c'est du TypeScript, j'ai créé un type, mais c'est pareil. Donc j'ai une fonction totale, hein, qui va prendre une liste d'items, qui va me retourner un nombre. Puis derrière, j'ai deux implémentations, l'implémentation pour le Québec, l'implémentation pour l'Alberta. Et puis là, j'ai vraiment fait simple, hein, j'ai juste copié-collé le code. On va faire vraiment mieux, hein, pour avoir une classe abstraite, etc., comme je mettrai après, mais voilà, finalement, ça change juste ça. Par contre, à la fin, ce qui va se passer, c'est que dans notre carte, là, on ne peut plus avoir notre get total carte comme on avait tout à l'heure, puisque c'est une interface, hein.
Donc, moi, ce que j'ai fait ici, tout à l'heure, je parlais de plusieurs patterns pour les mettre en place. Là, j'ai fait, par exemple, un provider. Et c'est le provider qui, lui, va faire le dispatch. Donc, c'est une factory, en fait. Et en fonction de la province, je vais avoir la bonne implémentation. Là, j'ai fait comme ça parce que dans mon carte, ce que j'ai choisi dans mon exemple, c'est que le carte ne connaisse pas à l'avance la province dans laquelle on pourra injecter directement la bonne province. On a besoin de le savoir dynamiquement. Puisque, par exemple, on pourrait changer son adresse dans le checkout, puis dire que voilà, on n'est plus au Québec, on est en Alberta et autre. Donc voilà, donc mon provider, il va vraiment récupérer la bonne version, puis j'appelle mon total. Ensuite, il y a le principe de substitution de Liskov. Donc en fait, il doit son nom à une informaticienne américaine, Barbara Liskov. Donc en fait, le principe, c'est les classes dérivées doivent être substituées à leur classe de base. En gros, ça veut juste dire que quand on a une interface et plusieurs implémentations, même quand on met n'importe quelle implémentation, ça ne casse pas le logiciel, en gros. Derrière, en fait, on parle de type et de sous-type et pas de sous-classe, parce que quand on parle de sous-classe, en programmation orientée objet, généralement, on ne pense pas à un truc, quand on fait des sous-classes, on ne pense pas au comportement. Donc, je vais prendre un exemple bête, mais par exemple, si on a une interface animale, puis on a une implémentation chien, une implémentation oiseau, derrière, on se dit, OK, c'est tous les deux des animaux. Ouais, mais le comportement derrière est différent. Il y en a un qui marche, l'autre vole. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir le remplacer tel quel. Par exemple, si on va faire notre oiseau, point, marche, ça ne marche pas. Pareil, notre chien vole, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, pour le principe de substitution de Liskov, pour le vérifier, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, on va tester notre implémentation, chacune de nos implémentations. Par contre, il faut aussi les tester du point de vue de notre client. Parce que c'est sûr que mon implémentation de chien ou d'oiseau va fonctionner. Par contre, la personne qui va l'appeler, si je la remplace, elle peut ne pas marcher. Donc, c'est vraiment ça qui est vraiment très important. Le principe de Liskov aussi, il va dire que les signatures doivent être les mêmes dans notre interface et dans nos sous-types. Généralement, pas généralement, les langages compilés ils vont nous assurer que ça marche en général, donc TypeScript, etc. En JavaScript, on peut faire ce qu'on veut. Peut-être qu'en dans d'autres langages, on peut faire aussi ce qu'on veut. Aussi, les retours de fonction doivent être les mêmes. On ne peut pas avoir un retour de fonction qui soit différent en fonction de l'interface. Donc, pareil, là, avec des langages typés, ça ne peut pas arriver. Par contre, on peut avoir des comportements différents facilement. Par exemple, si on se trouve des exceptions d'un côté et pas de l'autre, ben, ça peut ne plus marcher. Donc voilà, donc je vais continuer. Donc, on dit, OK, super, maintenant on va gérer l'Ontario. Sauf qu'en fait, sauf qu'en Ontario, moi je l'ai plus là. En Ontario, il n'y a pas de. Hop, j'ai perdu ma slide. Yes. En Ontario, il n'y a pas de PST. Quand on va sur le site de Canada, il dit non applicable. C'est pas 0%, c'est non applicable. Sûrement une raison historique, alors je ne sais pas, ils n'en ont jamais eu, puis ils n'en auront jamais. Mais voilà, donc le développeur s'est dit, ah ben, il y a eu du refactoring qui a été fait entre deux. Donc maintenant, on a une classe abstraite qui fait le calcul, et puis en fait, finalement, il y a juste besoin, en fonction de la province, de définir la GST, la PST, puis derrière, ça c'est tout seul. Donc pour le Québec, on se retrouve avec 2 lignes de code. Pareil pour l'Alberta. Par contre, pour l'Ontario, le développeur qui s'est l'esprit pour dire on va gérer l'Ontario, il s'est dit ben il n'y en a pas, donc on va se trouver une erreur. Et puis comme il voyait que ça ne marchait pas, il s'est dit ben je vais aussi overrider la fonction totale, puisque c'est sûr que ça ne marchait pas sinon. Donc ouais, c'est vrai que ça fonctionne. Donc il a rajouté des tests. Ces tests, ils marchent. Par contre, on laisse le code comme ça part en prod. Et plus tard, comme les PI est public, à un moment, il y a quelqu'un qui se dit ah bah c'est super pratique, parce que quand j'ai la fonction getTotalCart, je peux récupérer les taxes. Et oui, ça marche, presque. Parce que pour le Québec, ça marche, on l'a bien. Pour l'Alberta, ça marche. Bim, l'Ontario, ça plante. Et en fait, là, derrière, ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer vraiment le module getTotalTax pour Ontario. Si on remplace par le getTotalTax de l'Ontario, ça fait planter le programme. Donc là, ça veut dire qu'on a enfreint le principe de Liskov. Donc là, derrière, en fait, finalement, il y a deux problèmes. C'est que il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà, on va corriger le problème de base. C'est qu'on va dire que nous, on est intelligent, c'est qu'on va modifier notre interface de base. On va dire que ça peut être un nom ou rien. Donc juste trop quelque chose. Et puis, on sait que si on met rien et qu'on met 0, avec une multiplication, ça va faire pareil. Donc on dit, OK, s'il n'y a rien, je mets 0, puis ça fera plus 0.
Ça change absolument rien à mon calcul. Puis aussi, pour éviter qu'il y ait plus tard, il y a un développeur qui se dise qu'en utilisant la fonction getTotalCart, on puisse récupérer les taxes, puisque c'est pas vraiment ce qu'on veut, en fait, c'est pas du tout son rôle à elle. Voilà, on va aussi rajouter des protectifs dessus, comme ça, plus personne pourra dire je l'ai et je fais point la taxe. Si on a besoin de la taxe, quelque part, il y aura peut-être besoin d'un service qui donne les taxes par province. Ça sert plus à ça. Ensuite, le I, c'est le principe de ségrégation des interfaces. Donc, il dit qu'il faut créer des interfaces fines et spécifiques aux clients. Donc, en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des interfaces qui font plein de choses et que des fois, on utilise la moitié. Si on a une interface qui est trop grosse, qui a 20 fonctions, qui déclare 20 fonctions, et qu'on a des classes qui utilisent 20 fonctions, mais il y en a une, il y en a qui ne disent que la moitié, par exemple, parce que ça ressemble presque à ce qu'on veut faire, mais pas tout à fait. Et dans ce cas-là, on va créer un couplage inutile. Alors, si on va rajouter une 21e fonction dans notre interface, toutes les personnes qui l'implémentent vont devoir être modifiées, et potentiellement, il y en a qui vont être modifiées sans rien faire. Enfin, pour dire ne rien faire. Il y a un risque derrière, c'est de surdécouper. Il faut vraiment trouver le bon niveau de découpage de vos interfaces pour ne pas avoir une interface égale une fonction. Parce que sinon, vous allez avoir implement 20 choses, et c'est pas non plus ce qu'on veut. Il faut vraiment un découpage fonctionnel. Voire des fois, peut-être dupliquer une interface. Par exemple, il y aurait 20 fonctions, et une autre, il y aurait une autre interface avec 10 des mêmes fonctions, pour vraiment avoir quelque chose qui ressemble vraiment à votre métier, qui correspond vraiment fonctionnellement à quelque chose pour vous. Alors là, c'est vraiment assez simple à savoir si c'est pas respecté comme principe. Vous allez avoir une interface et dans votre classe, vous allez avoir des méthodes avec un petit commentaire qui dit de rien faire, ça ne sert à rien. Ça, on le voit souvent. Donc, par exemple, on pourrait se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc, on aurait des opérations sur les cartes. Par exemple, on dit que notre carte, on peut appliquer des discounts dessus, changer notre transporteur. Et à un moment, dans notre projet, on dit au développeur, ah ben, ce serait bien de pouvoir changer le transporteur par défaut dans notre compte. Et un développeur qui dit, hey, super, il y a déjà une fonction change carrier, je vais la réutiliser. Donc, dans notre user account, il va implémenter cart operations. Et, donc, il se dit, change carrier, il va l'utiliser pour changer le transporteur par défaut. Mais surtout, le apply discount, ça n'a aucun sens au niveau du compte utilisateur. Il dit, ben, ça sert à ne rien faire, pas applicable dans ce contexte. Et ça marche, hein, son code, on le voit souvent. Je viens du monde Java, il y a plein de. En Java, on voit souvent ça avec des grosses interfaces. Donc derrière, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter. En Java, ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est qu'ils ont ajouté des classes de base qui masquent la moitié des opérations, qui font rien. Donc on le voit plus. Mais finalement, ça fait ça. Donc derrière, la solution, c'est vraiment de redécouper vos interfaces de manière plus fonctionnelle. Donc là, j'ai change carrier, puis apply discount, mais on aurait pu avoir aussi garder le cart operations comme on avait tout à l'heure. Ça aurait pu être une solution aussi, finalement. Oups. On aurait pu dire que. On aurait pu laisser comme ça, finalement, même, qui serait change default carrière. Finalement, ça serait encore même peut-être mieux parce qu'on comprendrait vraiment le besoin fonctionnel. Et dans notre carte, on peut laisser nos cart operations, finalement. Parce que finalement, c'est vraiment ça. Fonctionnellement, c'est vraiment plus ça qu'on veut faire, en fait. Comme ça, on comprend vraiment le besoin de métier derrière, qui est les opérations du carte et les opérations du compte. Donc, c'est sûr que les novages sont un peu bidons là, mais l'idée, c'est vraiment ça. Enfin, le dernier principe, c'est le principe d'inversion des dépendances, qui va dire qu'il faut dépendre d'abstraction et pas d'implémentation. Donc, quand on parle de dépendre que d'abstraction, donc on l'a déjà vu tout à l'heure avec le principe open close, c'est ce qu'on veut, c'est pouvoir facilement changer notre implémentation, donc comme avec notre total carte. Mais en fait, ce principe-là, on peut l'appliquer aussi à plus haut niveau. Donc, généralement, ce qu'on se dit, c'est qu'on va l'appliquer à notre code. On ne veut pas dépendre d'autres fonctions de d'autres classes de notre code, car c'est du code qu'on appelle volatile, qui pourra changer souvent en fonction de nos specs. Par contre, on va se le permettre, par exemple, sur des classes du langage, qui vont changer moins souvent, par exemple. Par contre, ce principe-là, est-ce qu'on peut aussi l'appliquer aux librairies qu'on utilise? Après, c'est toujours un trade-off, savoir où est-ce qu'on met la limite. Par exemple, si on veut utiliser une librairie de date, est-ce qu'on l'utilise partout dans notre code, ou alors on va utiliser notre interface de date
et on va abstraire notre librairie. Demain, si on la change pour une autre raison, on change qu'à un endroit ou on change à 1000 endroits. Pareil, par exemple, si on veut générer des ID, on utilise UID, on le dit dans toute notre application, et puis demain, on nous dit, hey, on veut plus utiliser des V4, on veut utiliser des V7. On fait quoi? On change toute notre application ou alors on change à un seul endroit? Donc voilà, c'est à vous de vous poser la question dans votre code, dans votre projet. Est-ce que ça vaut la peine d'abstraire quelque chose ou pas? Peut-être que la librairie de date, vous dites que vous n'avez jamais changé, ou si vous l'avez changé, ce n'est pas un problème de devoir changer votre code partout. Voilà, c'est des questions à se poser vraiment. Donc ce principe-là va être mis en œuvre avec le principe d'inversion de contrôle. Donc généralement, pas mal de frameworks vont vraiment vous permettre de faire du mapping entre votre interface et vos implémentations. Donc quasiment tous les langages le proposent. Sinon, c'est facile, on fait des nœuds à la main. Savoir si c'est pas respecté, donc ça va être une classe qui dépend d'autres classes. Une classe qui dérive d'une classe concrète et pas d'une interface, une classe une méthode qui override une méthode aussi, d'une classe de base. C'est pas forcément quelque chose qu'on veut. Donc, si on prend notre exemple initial, enfin pas initial, mais un exemple plus du début. Donc là, on avait notre getTotalCart. Au tout début, ce qu'on a fait, c'est qu'on se l'était injecté directement. Donc là, on ne peut pas changer la version du getTotalCart. Finalement, la bonne façon de faire, ça aurait été de créer une interface comme on a fait plus tard, avoir notre implémentation, et dans notre carte, quand on veut l'utiliser, finalement, on lui donne la bonne version. Donc là, sur ce code sans framework, sans rien, mais derrière, on pourrait dire getTotalCart, plus sur getTotalCart Québec. Donc, quoi retenir? Donc, déjà, soyez pragmatique. Vous voulez pas forcément, comme je disais, il ne faut pas appliquer les principes, bêtement. Posez-vous la question sur votre projet, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Est-ce que j'ai un design smell à corriger? Au début, on voyait sur ma version du Québec, ça aurait été très bien finalement de ne pas faire d'interface, parce que faire l'interface, ça aurait vraiment coûté cher. Mais voilà, juste avoir une version, une interface, une implémentation, c'était super suffisant. Pas besoin d'avoir de patterns compliqués. Les principes, c'est pas des règles appliquées bêtement. Posez-vous toujours la question vraiment, est-ce qu'il faut que je l'applique? Car c'est toujours une question de trade-off, parce que plus vous voulez vouloir mettre ces principes en place, plus vous risquez d'ajouter de la complexité dans votre code aussi, ça peut nuire à la lisibilité du code. Et enfin, essayez vraiment de construire le logiciel tel qu'il va être maintenant, et pas tel qu'il sera peut-être un jour, car il y a des chances que vous vous trompiez. Il sera sûrement pas comme ça. Voilà. Merci. Et le petit QR code, c'est pour vos feedbacks, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Ceux qui ont dit qu'il y avait les 5, tous les smells, question. Mais quand on a tous les smells, des fois on se console en se disant qu'on n'a pas écrit code. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que. On se console. Ouais, mais en fait, je me dis, là, par exemple, le code est déjà moche. Tu lui rajoutes une fonctionnalité, finalement, plutôt que d'empirer le code, essaye d'être itératif, de faire du refactoring de manière itérative. Le code que tu veux ajouter, essaye de le rendre meilleur, un peu la buzz que tu roules. Le code que tu modifies doit être mieux après qu'avant. Et l'autre conseil, donc on se console. Et l'autre conseil qu'on pourrait dire, en fait, c'est pas y aller en fait en disant d'emblée, ok, les 5 principes de base sont pas respectés, parce que là, on va se faire que des ennemis. Bien sûr. Et on va se retrouver tout seul à côté. Ça serait la deuxième chose que je dirais. Ouais. En fait, peut-être. Si votre équipe elle est réfractaire au changement, par exemple, ou elle se dit bah non, les principes solides, je ne veux pas en parler, vous n'êtes même pas obligé de l'évoquer. Hein. Ouais, c'est ça. Vous montrez avec des tests, par exemple, le principe de Liskov, vous montrez avec un test, voilà, ça pourrait casser comme ça. Ou alors, vous expliquez que, voilà, regarde, si on modifie ça, ça peut aussi impacter ça. Il faut être concret. Et je pense qu'il ne faut pas parler de gros mots. Hein. Si l'équipe a leur métier d'entendre solide, ne parlez pas de solide. Je trouve que c'est pas d'appliquer les principes, mais plutôt de convaincre le client. Parce que le client, il ne sait pas ce qui se passe dans ça. C'est très difficile d'avoir un gros système qui est complètement désuet, de convaincre que tu peux faire quelque chose avec ça, de faire quelque chose de nouveau. Ouais, je pense que ça dépend de ton contexte, mais si c'est pour travailler sur un projet existant,
Comme je disais avant, tu ne vas pas toujours écrire l'application, c'est vraiment essayer d'y aller de manière itérative, faire du refactoring, il y a plein de patterns qui existent pour pouvoir isoler du code, sortir du code. Là, dans mon code, on peut facilement injecter des dépendances. Dans du code legacy, il y a plein de cas où on ne peut pas injecter de dépendances. Et des patterns qui vont pouvoir t'aider à modifier du code de manière itérative pour dire toujours aussi dans un état où est-ce que tout fonctionne. Parce que tu n'as pas envie que tes tests ne marchent pas, même si des tests de très haut niveau, tu n'as pas envie que ton application ne marche pas, sur laquelle tu vas modifier le code. Et je pense que c'est ce qui est important. Il ne faut pas dire à ton client, ah ben, ça ne respecte aucun principe, ton code il est dégueulasse, il faut toujours faire. Voilà, le client va te dire, bah non, c'est telle compagnie avant, ou alors c'est même vous qui avez fait ça il y a 6 mois, vous ne pouvez pas me dire ça. Donc non, c'est plutôt vraiment, pour ton estimation, prends en compte peut-être le fait que tu vas devoir passer un petit peu plus de temps pour cette fonctionnalité-là, pour améliorer un petit peu le code. On est avec soi-même pour limiter le scope. Ouais, c'est ça. Et on a tendance à vouloir creuser, puis ça peut être autre chose, c'est un gros spaghetti. Ouais. On casse, mais finalement ça prend trop de temps. Puis on a eu énormément de risques parce qu'on a tout fait. Ouais. Bah, dans le refactoring, d'une manière générale, je reprends ta question juste après. Dans le refactoring, d'une manière générale, il faut vraiment te définir deux choses, c'est un scope et du temps, parce que sinon, tu tires sur la ficelle et finalement, tu arrives au bout de l'application et puis il n'y a rien qui marche et donc tu finis. Voilà. J'ai bien aimé les sections des design smells et quand vous avez réutilisé ces concepts dans les autres slides, c'était très intéressant pour ça parce que c'est plus facile de communiquer peut-être qu'est-ce qu'on doit changer comme équipe. On peut peut-être voter sur quel design smell qu'on aimerait éviter. Bien sûr. Et être d'accord pour cette section-là. J'aimais bien les sections que vous avez avec des solutions plus. Merci. Question? Merci à vous. Puis bonne pause.